Après l'inondation survenue il y a quelques jours dans la commune d'Akanda, les sinistrés de cette commune qui avaient attiré l'attention des gouvernants qui s'étaient engagés à leur apporter de l'aide le jour même se retrouvent abandonnés à leur triste sort 3 jours plus tard du lieu où ils avaient été logés provisoirement le jour même, se trouve aujourd'hui à la case départ. Tout ça là, je suis partie ramasser la table derrière le toilette, la table là. Voilà, je n'ai pas encore lavé. Ça là, je suis allée ramasser ça derrière le toilette. Ça là, j'ai essayé d'enlever la bouche hier dans la... On n'a pas d'endroit, on était au stade. On a fait 3 ou 4 jours. Avant, hier à midi, on nous dit non, vous allez partir, vous allez d'abord chez vous nettoyer les maisons. Moi, je me suis rapproché du maire. J'ai dit, monsieur le maire, quand moi je me rapproche vers vous, c'est parce que j'ai un souci. J'ai dit, bon, moi j'ai pas eu de matelas. J'ai pas eu de matelas. Comment je vais faire pour dormir à la maison? Les bouteilles de gaz, tous les fours se sont gaspillés. On va faire comment d'abord pour dormir ou bien pour préparer? Monsieur le maire me répond que non, allez-y, on va dormir tous sur le lit mouillé. Pendant ces 3 jours, 4 jours qu'on a été là-bas, logés, comme on dit, on était logés, c'est ça. Vous-même, vous voyez. Quelqu'un qui a une famille, un enfant de 18 ans, on nous donnait quand même quelque chose à manger, on avait l'eau, on avait tout. Ça, on ne peut pas leur parler mal de ça. Si c'est la nourriture, on mangeait. La seule chose qu'on nous a demandé de faire, c'est d'aller arranger les maisons et de balayer et d'écrire tout ce qu'on a perdu. Est-ce que vous croyez que même l'aiguille, même le bic, tout ça, on n'a rien à faire pour écrire tout ça? Vous croyez qu'on va seulement écrire tout ça? C'est ce qu'on doit faire en ce moment, c'est de nous libérer ce canal. Parce que c'est ce canal-là qui fait en sorte que nous soyons dans l'eau. Les maisons là qui seront cassées. Ce canal. Les canals, ce sont des maisons là qui doivent casser pour que l'eau ne rentre pas dans nos maisons. Ils ont dit que le travail est commencé déjà, mais on voit que là, rien n'est fait. Rien n'est fait. Les affaires sociales ne sont pas venues là-bas. C'est la Croix-Rouge qui nous soutient depuis. Oui. Pour ça, le président de la Croix-Rouge, je lui donne les galons. Il nous a soutenus, même la nourriture, tout. La Croix-Rouge a été toujours là avec nous. Des fois que l'eau vient me trouver à la maison, que l'enfant vient me réveiller, que maman est fait que tu dors dans l'eau. Il faut que tu descendes. Là, tu veux descendre. Et tu veux que je pars où? Là, il m'avait dit qu'il va me faire monter en haut. Qu'il vient me faire asseoir en haut. Je suis descendu l'eau jusqu'au cou. Il vient me faire asseoir là. Là, à la cuisine, là. Vivement que les responsables de tutelle du corps gouvernemental prennent leurs responsabilités afin d'apporter satisfaction totale à ces sinistrés aujourd'hui qui ne savent plus où se donner la tête, vers qui iront-ils? La clémence existe-t-elle encore au Gabon? Seul l'avenir nous le dira, car ne dit-on pas chez nous, qui vivra, verra. À la suite de la CONACYCED, l'Union syndicale des enseignants du Gabon USEG a décidé le mercredi 9 novembre 2016 de rentrer en grève. Une décision prise à la suite du cahier de charges déposé sur la table du gouvernement, qui n'aurait pas pris en compte leurs revendications et aurait œuvré par le silence au lieu de recevoir ce syndicat pour trouver des solutions à leurs revendications. L'Union syndicale des enseignants du Gabon ne peut être complice de partenaires qui se sont engagés résolument à tuer l'école gabonaise en privilégiant leurs intérêts égoïstes. C'est pourquoi elle décide ce mercredi 9 novembre 2016 d'entrer en grève jusqu'à la satisfaction totale de ses revendications. Ainsi, l'USEG demande à l'ensemble de ses membres et sympathisants de bien vouloir observer à compter de ce jour ce mouvement de grève. Tout en reconnaissant l'apport des enseignants expatriés, l'USEG les invite à ne pas se mêler aux problèmes de l'école gabonaise et les demande d'observer la grève qu'elle a lancée. L'USEG demande à ces derniers d'éviter de se mêler au moment où toute la classe syndicale relevant du secteur de l'éducation s'engage enfin pour la résolution effective des problèmes de l'école gabonaise. C'est pourquoi l'USEG demande à ses collègues expatriés de bien vouloir rester chez eux pendant que les Gabonais sont encore en train de traiter leurs problèmes.
Une grève de l'USEG qui vient de montrer aux yeux du monde le malaise qui sévit l'école gabonaise et le manque de volonté du gouvernement à trouver des remèdes pour éradiquer ces maux. Depuis un bon nombre d'années au Gabon, les années scolaires se succèdent et semblent se ressembler de par leur fond. Chaque capitaine arrive, joue sa pièce théâtrale, s'en va tout en laissant derrière lui l'irréparable. On prendra comme exemple Séraphin Moudunga, autrefois ministre de l'Éducation nationale, qui avait mis en place certaines réformes dont la non-exclusion des élèves par faute de moyenne, multipliant ainsi le taux d'effectifs pléthoriques. La préparation du bac 1 en classe de première qui a suscité des réactions néfastes des élèves et de leurs parents quant au résultat final du bac. Comme si cela n'était pas déjà suffisant, arrive une nouvelle réforme qui fait déjà couler beaucoup d'encre et de salive, l'harmonisation des coefficients dans l'enseignement général, précisément au premier cycle. Tellement de réformes pour un seul et même système, au point où l'on est tenté de se demander à qui profite-t-elle réellement. Au dire de certains, cette réforme ne changera en rien le système éducatif gabonais, bien au contraire, elle semble être un ajout aux problèmes déjà existants, ce qui prouve à suffisance que le système éducatif gabonais est plongé dans un coma sans qualificatif. Ce qui reste évident, tant que les édifices scolaires laissés par Michel Menga ne seront pas achevés, aussi longtemps que de nouvelles briques ne sortiront pas de terre, tant que le problème des effectifs pléthoriques ne trouvera pas d'issue, tant que le problème de proximité ne sera pas résolu. À cela s'ajoutent les différentes revendications des enseignants. Une chose est certaine, les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Que les plus hautes autorités du ministère de l'Éducation nationale sachent que le rehaussement du niveau scolaire au Gabon passe par de très bonnes conditions d'apprentissage et non par leur réforme. À long terme, il va falloir asseoir tous les acteurs éducatifs, en titre desquels les parents, les élèves, les enseignants, pour ne citer que ceux-ci, pour obtenir un avenir de moindre. Rentrée scolaire au Gabon, le gouvernement serait-il incapable de résoudre les problèmes qui minent le secteur de l'éducation aujourd'hui? À cette interrogation, les membres de H&M, attendés par là Héritage et Modernité, trouvent des réponses justes. Le pouvoir dit émergent n'est même plus capable d'organiser une simple rentrée scolaire, l'a-t-il jamais été, qui devrait être une opération routinière, faute d'avoir pris des mesures appropriées. Ainsi, on déplore le manque criard de structures dans un monde où la population scolaire croît de manière vertigineuse. À cela, il faut ajouter l'absence de régularisation des situations salariales et indemnitaires. En somme, il y a lieu de constater que le gouvernement a réussi à réunir tous les ingrédients indispensables pour rater la rentrée scolaire et sacrifier ainsi nos enfants. Face à cette situation, le rassemblement Héritage et Modernité, RHM, partage le désarroi des parents d'élèves qui ne savent plus à quel saint se vouer pour scolariser leurs enfants. Il faut le dire que les carences du système éducatif au Gabon sont perceptibles et présentent un tableau sombre. Le constat qui en résulte est amer, le taux de redoublement qui serait élevé, la pléthore des effectifs, le manque de structures adéquates. Résultat, défaillance de l'encadrement quantitatif et qualitatif des élèves. Limiter à défaut le nombre des élèves en moyenne par enseignant dans chaque salle de classe de 46 au primaire et 48 au secondaire, qui serait différent des autres pays, à revenu intermédiaire qui limiterait en moyenne 21 élèves. Comme par ailleurs, le viol est un rapport sexuel indésiré qui peut causer un déséquilibre mental et psychologique chez la femme. Cependant, garder un enfant issu d'un viol peut engendrer plusieurs facteurs. L'agressivité, le rejet, la haine, pour n'en citer que ceux-là. Mais il en ressort que cet enfant a les mêmes droits qu'un enfant désiré. S'il a ce statut particulier d'enfant issu d'un viol, eh bien, il malheureusement rappelle le viol à tout instant. Il rappelle le viol à qui? À la victime, c'est-à-dire à la mère. Alors, la mère, c'est un challenge pour elle de pouvoir gérer ça tout seul. C'est très difficile, c'est souvent très difficile. Alors qu'accompagné par un psychologue, c'est relativement facile. C'est relativement facile.
Toutefois, au quartier, pour le moindre petit problème que posera l'enfant, la moindre petite difficulté, la mère peut devenir un bourreau pour cet enfant-là. L'enfant va prendre des coups à tout moment. L'enfant va être une victime de la mère. Le suivi psychologique permet à la mère de faire face à ces représentations-là, négatives, d'accord? Faire face à ces représentations négatives pour les transformer, pour les changer en représentations positives. Mais au dire de quelques femmes qui se sont exprimées, que la personne puisse garder cet enfant parce qu'il ne doit pas prendre des risques de perdre sa vie. Mais tu peux aller faire un curettage qui va t'amener à la mort. Donc mieux vaut garder cet enfant et souhaitons seulement que la personne qui l'a fait était en bonne santé. Hein? Moi je veux pas que la personne puisse garder l'enfant, ne pas avoir des risques de vie, de perdre la vie. Non, sincèrement, si c'était moi, j'avortais, hein, sans mentir. Bon, ça c'est selon moi. Pourquoi je vais... Non, je n'envisage même pas. Ça là, je ne vais même pas dire ce mot de viol là parce que c'est traumatisant. Donc, mais si c'est le cas que la grossesse y est, je demande seulement à ces femmes-là de supporter, de prendre courage, mais ce n'est pas facile. Je ne peux pas rejeter mon enfant. J'ai pris ma grossesse, je vais garder. Je vais garder, je vais m'occuper de mon enfant. Je ne peux pas jeter mon enfant, même si c'est un bâtard, je vais garder toujours. On ne sait jamais, c'est que peut-être l'enfant là va évoluer. Il y a un dicton qui dit « On ne peut pas avoir honte d'être le fruit d'une erreur ». Il serait donc judicieux que les services des affaires sociales prennent cette situation à bras le corps. Au Gabon et plus précisément à Port-Gentil, la capitale économique, le phénomène d'importation de pièces d'occasion connaît bien des avancées. En effet, celles-ci étant déjà utilisées, elles se vendent ici et là dans la ville. Cependant, la prolifération des pièces d'occasion ne garantit aucune sécurité pour les véhicules. Les pièces d'occasion qui sont d'origine. Le plus précisément, c'est nettement mieux de prendre encore une maison une pièce à la maison. Ça ne garantit pas. Parce que ça vient de bas là, c'est déjà utilisé. Comme ça venir ici, c'est la chance seulement. Il y a le temps tu vas payer là, c'est bon. Il y a le temps tu vas payer là, c'est pas bon. Et que le propriétaire là, tu vas payer là, il n'est pas te donner les garanties. Parce que lui-même il a acheté ça là-bas, c'est pas nouveau, c'est à location. Bien que ces pièces d'occasion amoindrissent le coût réel du produit, les automobilistes se voient obligés d'en acheter afin d'être dépannés. C'est par rapport aux moyens de la personne aussi, c'est là où on vous situe à l'endroit où vous pouvez aller. C'est par rapport à vos moyens. Donc si on vous demande d'aller à la maison, c'est plus de sécurité aussi. Si par exemple, moi, je me donne de l'argent, et vas-y payer une pièce. Mais sachant que moi je vous ai donné le prix de la maison et vous m'avez donné l'argent de la maison. Et que je vais au quartier, à l'instant je vous mets une pièce d'occasion. S'il y a un souci à l'instant, vous allez forcément venir me revoir. Donc c'est moi qui serai dans les problèmes. Et je serai obligé de vous rembourser cette pièce. Obligé. Quand on met, c'est bon. C'est bon pour mettre ça. Même parce que les pièces de Dubaï là, tout ça, c'est pas bon. Parce qu'on n'a pas l'argent pour payer ça à Jetpack. Tu comprends? Jetpack c'est original. Mais ça coûte Jetpack, c'est trop cher. Après de ça, vous payez? Après de ça, on paye les pièces d'occasion là. Ça va aider nous. Pour la population, il serait nécessaire de se rapprocher auprès des concessionnaires afin de garantir les véhicules d'une durée assez longue. Reconnus comme quatrième pouvoir, les communicateurs gabonais seraient parfois laissés pour compte ou soumis à des traitements peu honorables. Aujourd'hui, la presse communément appelée quatrième pouvoir ont des difficultés. Éprouvent de grosses difficultés, sont réservés à certains comportements. Très bien. Certains d'entre vous se mettent à la solde de nous autres politiciens. Mais vous vivez tant que le politicien est content. Et comme le politicien, il en veut toujours plus, il va toujours exiger plus de vous. Mais lui, il est bien caché derrière. C'est vous qui perdez votre réputation. C'est vous qui vous ridiculisez. C'est vous qui êtes la marionnette
du politicien. Et qui, résultat, l'excès devient ridicule, n'intéresse plus personne. On ne regarde plus vos journaux. Donc vous avez encore moins de ventes. Donc moins de revenus. Et comme à un moment les journaux ne se lisent plus, le politicien, qu'est-ce qu'il dit? Bon, moi je vais continuer à payer son journal, on ne lit même pas. Il tourne le dos et s'en va ailleurs. Il n'est pas rare de voir ces derniers être interpellés lors des contrôles de routine, quoique brandissant un sésame laissé passer, que peu sont ceux qui le respectent. Un conducteur sur 10 céderait le passage à un véhicule de presse, très sollicité juste pour amplifier une quelconque information, oubliant parfois le rôle joué par celle-ci dans une nation. Autrement dit, quel mot employer pour expliquer le fait que plusieurs praticiens et techniciens des médias seraient semblables à des vieilles chaussettes que l'on pourrait remplacer à tout bout de champ sans se soucier du lendemain de toutes ces personnes. Nous n'avons pas la science infuse, nous ne sommes pas des êtres parfaits, mais nous faisons au mieux notre travail, celui d'informer, d'éduquer les populations. S'il y a une situation gênante, mais il faut convoquer les gens pour qu'ils s'expliquent. Mais agir de cette façon, cela prouve à suffisance que la presse dans notre pays n'est pas libre. N'est pas libre parce que celui qui écrit l'article est outillé pour le faire. Et celui qui écrit l'article connaît les conséquences que cela peut engendrer. Donc il l'a fait en toute âme et conscience. Mais il est aussi indiqué que s'il y a contestation, qu'on le convoque par des voies légales pour que le journal puisse s'expliquer. Faudrait-il plus de grèves qu'il n'en est dans notre pays, comme exemple cité, pour que soient appliquées les lois qui régissent dans ce domaine très important dans toute relation où que se taisent désormais certaines vocations qui ont été depuis des décennies la fierté d'un plus grand nombre? Souvent dit à tort ou à raison que les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans contradiction. C'était une mauvaise interprétation de la loi organique de la Cour constitutionnelle. L'article 87 de cette loi organique nous dit le contraire. C'est fort de cela que les avocats de Jean-Ping se sont appuyés pour repartir devant la gardienne des lois pour faire respecter toutes les voies légales. Une requête en révision est ouverte dans les 3 cas suivants. Faux témoignage reconnu par une décision de justice, si la décision est rendue sur des fausses bases et si, depuis la décision, il y a été découvert des pièces fausses détenues par la partie adverse. Ce sont là les motivations des avocats de Jean-Ping qui interpellent à nouveau la Cour de Pise qui aurait rendu des décisions qui sont contradictoires. Nous avons pensé également, lorsque nous avons fait l'analyse des chiffres qui ont été donnés, et Maître Diagne vous a donné un aperçu, on s'est rendu compte que ce n'est pas possible que les chiffres puissent être différents de cette manière dans une même juridiction où 2 décisions sont rendues en même temps, quasiment. La décision lue par le juge comporte des chiffres qui n'ont rien à voir avec les décisions lues, ou du moins publiées au journal officiel, dans la décision qui est parue au journal officiel et qui nous a été notifiée. Donc rien que ces 2 éléments nous permettent de dire, puisque la loi dit qu'on peut aller en révision lorsqu'on a découvert qu'il y a des faux, lorsqu'on a découvert qu'il y a des falsifications et des tricheries, on peut repartir en révision et c'est ce que nous avons fait. Un recours qui vient réactualiser le débat sur l'élection présidentielle du 27 août 2016 qui a été soldé par des décisions fondées sur des fausses bases au dire des avocats de Jean-Ping. Une occasion est à nouveau donnée aux 9 juges constitutionnels de lire le droit et de démontrer aux yeux du monde qu'ils ne sont pas partisans d'un parti politique ou acquis à la cause du locataire du bord de mer. Il y a une femme, il y a une dame qui a perdu un bébé de 3 ans et en ce moment elle est hospitalisée. Mais nous, sur la télé, on ne voit pas ça. Pourquoi on ne peut pas la voir? Pour savoir si elle vit ou bien elle est morte. On veut voir, on a trouvé le corps sur le pont, le corps d'un bébé de 3 ans. Quand nous on est venus, quand les gens sont arrivés, on a trouvé le corps là-bas. Bon, mais la maman elle-même, on veut savoir si elle vit.
Thank you.